etc. Et donc tout ça, ça s'est traduit par des évolutions de process. Et lorsqu'on regarde les effets de cette démarche d'éco-conception, là, le profil de notre radar est assez différent. Je pense que vous avez à peu près compris le système. Il y a le radar du milieu qui représente la situation initiale, et puis le radar externe, enfin le deuxième radar qui montre les effets de la démarche d'éco-conception. Ici, clairement, l'éco-conception a permis de baisser les prix. Alors, pour l'entreprise qui met en place la démarche d'éco-conception, une baisse de prix n'est pas vraiment un objectif recherché, mais ça peut permettre de se repositionner sur un marché. Et là, c'était typiquement le cas sur cette entreprise-là, qui a pu se retrouver parmi des acteurs compétitifs du marché. C'était quasiment une obligation pour elle d'arriver à diminuer ses prix. Donc, elle est arrivée à diminuer ses prix grâce notamment à une très forte baisse des coûts de production liée à sa démarche d'éco-conception. Le client s'y retrouve tout à fait parce qu'on a aussi une baisse du TCO en bas à droite. Et donc, là, on est dans un cas de figure où l'éco-conception a permis de se repositionner sur un marché, de retrouver une place de… Alors, je ne sais plus si c'était une place de leader ou pas exactement, tout à fait, mais toujours augmentation des performances techniques, environnementales et des effets économiques qui sont différents par rapport au cas de figure précédent, mais qui font que là aussi, on a une augmentation de part de marché et un positionnement stratégique de l'entreprise qui se retrouve tout à fait favorable. Juste pour rester encore un tout petit peu sur cet exemple, eux, ce qu'ils vendent, c'est un produit vraiment ou c'est un produit lié à un service ou complètement un service? Non, à ma connaissance, là, ce projet-là, c'est un convoyeur. Donc, ils vendent, alors je ne sais plus si c'est style des aéroports ou des centres de tri postaux ou ce genre de choses, mais c'est un équipement logistique. Donc là, ils vendent du convoyage, enfin, ils vendent des convoyeurs. On n'est pas dans un changement de modèle. La plupart des choses qu'on a regardées là, on n'était pas dans des démarches d'éco-conception qui s'accompagnaient, sauf erreur de ma part, qui s'accompagnaient d'un changement de modèle, ce qui aurait sans doute été un petit peu plus compliqué à analyser finement, même si certaines des entreprises qu'on a fait ont dans leur esprit désormais de s'inscrire dans des démarches d'économie de la fonctionnalité, par exemple. Et ce qu'on a regardé là, en général, c'est on était dans des démarches de produits ou de services, mais sans changement de modèle. Oui, oui. Autre type de produit, donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est dans le domaine de l'aménagement pour les collectivités. Donc, c'est une société qui fait de la signalétique touristique, du mobilier de loisirs, essentiellement en bois, donc la société Picbois. Démarche d'éco-conception qui a été tournée autour des bois qui sont utilisés, travail sur les chutes pour limiter les quantités de déchets, sur les matériaux, essayer de limiter l'utilisation de métaux pour améliorer notamment la recyclabilité. Et donc, du coup, cette démarche d'éco-conception s'est accompagnée de travaux de type analyse de cycle de vie. Donc, on est dans les démarches d'éco-conception, comme l'évoquait Nadège tout à l'heure. Hein. On fait des diagnostics et on met en place les démarches derrière. Celle-ci, ce qui est majeur, c'est sur la dimension part de marché. Cette réflexion autour de cette gamme de produits éco-conçus a vraiment permis de débloquer permis à l'entreprise d'avoir vraiment une position sur la part du mobilier urbain. Donc, on considère qu'il y a eu un impact majeur sur la part de marché, tout en ayant une performance environnementale améliorée, grâce aux réflexions fin de vie des produits. Et ben, le TCO a pu diminuer également pour les collectivités clientes. Et là, non plus, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on n'est pas dans une démarche où
donc, par rapport à avant, je crois que les autres, il y avait à chaque fois une diminution des coûts. Là, non, on est dans une démarche qui s'est traduite par une petite augmentation des coûts de production, mais qui a pu être compensée par une augmentation de la valeur perçue par le client, donc une augmentation du prix. Donc là, on est dans un cas de figure qui est un petit peu différent du cas précédent, c'est-à-dire que globalement, on a augmenté les coûts de production, mais on a pu tirer des bénéfices positifs de cette démarche d'éco-conception, se traduisant par une augmentation des prix et donc une augmentation des parts du marché et du chiffre d'affaires. Autre entreprise donc, qui est plus, elle, dans le domaine direction du consommateur, c'est la société Notox, comme je l'évoquais, qui fait des surfs éco-conçus. Donc là, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Ils ont créé leur entreprise avec cette idée de faire des surfs éco-conçus. Alors, c'est toujours difficile de voir quelle est la part de la démarche éco-conception dans ce qu'ils font, vu que ce qu'ils font, c'est que de l'éco-conçu. On n'a pas vraiment un avant-après. On compare plus par rapport aux produits des concurrents. Donc, il y a toute cette démarche qui est évoquée ici. Et là, on se rend compte que par rapport au cas précédent, c'est encore un petit peu plus accentué, c'est-à-dire qu'il y a un contexte concurrentiel qui fait qu'on ne peut pas vendre des surfs éco-conçus beaucoup plus chers que les produits de la concurrence. Donc, le Notox s'aligne sur les prix de ses concurrents, bien que les surfs qu'ils produisent ont des coûts de production qui sont significativement supérieurs à ceux de leurs concurrents. Malgré ça, ils arrivent à développer parce que tous ces bénéfices environnementaux sont reconnus par les clients qui sont quand même pour une bonne part sensibilisés aux questions environnementales et donc la performance environnementale est reconnue, ce qui fait qu'ils ont une part de marché qui est en croissance grâce à l'éco-conception. Ils estiment qu'ils arrivent que c'est ça qui leur donne leur part de marché. Ils arrivent aussi à faire valoir le fait que leurs surfs ont bonne réputation et qu'ils se revendent mieux sur le marché de l'occasion, ce qui fait que ça oriente certains clients vers chez eux. Mais eux, c'est le cas de figure où c'est vraiment dans leur ADN. On se rend compte que d'un point de vue strictement financier et économique, c'est parce qu'ils y croient avant tout que ça leur permet de se développer, de s'appuyer sur ce créneau, parce que ça leur demande des efforts qui sont supérieurs aux efforts de certains de leurs concurrents, évidemment. Voilà pour ces différents cas de figure qu'on a pu voir et que je suis obligé là de vous présenter très rapidement. Dernier équipement, me semble-t-il, j'ai plus en tête vraiment tout ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui, mais donc une démarche là aussi qui équipe pour les collectivités, installation de mobilier urbain pour aménagement cyclable, donc la société Altinova, donc qui a développé une gamme particulière station de service pour cyclistes, l'Alta aux pompes. Donc là aussi, réflexion sur les matériaux, les surfaces, la conception, les emballages, le transport, etc. Donc ça revient un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, où on s'est intéressé à l'ensemble des démarches cycle de vie pour concevoir et éco-concevoir ces équipements pour cyclables, pour aménagement cyclable. Et là, le profil des impacts de la démarche d'éco-conception, c'est qu'on est arrivé à faire des éco-conceptions qui a amélioré de façon significative la performance environnementale du produit, du coup augmentation de la satisfaction client alors que la performance technique reste identique. Donc pas de modification sensible des coûts de production, pas de modification sensible des prix de vente, donc un produit qui reste sur son même créneau.
pour lequel le client s'y retrouve parce qu'on a une baisse du TCO, et donc du coup ça a un effet positif sur la part de marché, et ce qui a conduit notamment Altinova sur ces produits-là à conserver, voire même renforcer sa position dominante. Donc, elle aussi, et ça a été le cas de toutes les entreprises qu'on a pu regarder. Alors, après, ceux qui ont accepté de jouer le jeu, ce n'est pas forcément représentatif de 100% des entreprises qui ont fait de l'éco-conception, mais toutes y ont vu des bénéfices positifs, enfin, des actions qui ont eu un impact positif pour leur stratégie, leur positionnement marketing, etc. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on n'a pas encore tout à fait finalisé la mise en forme, la mise en ligne de tout ça. Donc, ce que l'on est en train de produire, ce sera pour chacune de nos entreprises des fiches recto verso qui là aussi ont évidemment tout l'accord des entreprises qui étaient concernées pour pouvoir être diffusées avec les petits radars qui montrent les bénéfices. Alors là, c'est une autre sur le groupe Areco qui fait des équipements, je crois, d'humidification, brumisation pour les fruits et légumes dans les supermarchés. Donc là, on voit, si on regarderait, qu'il y a aussi une baisse des coûts qui est significative, sans pour autant que le prix ait dû augmenter ou ait pu augmenter, donc part de marché qui augmente, etc. Et typiquement, ce groupe Areco fait partie des entreprises qui se positionnent désormais aussi sur l'économie de la fonctionnalité. C'est non plus des équipements d'humidification là qu'ils envisagent de commercialiser, mais c'est plus quelque chose qui s'apparente à de la durée de conservation des fruits et légumes, me semble-t-il, en supermarché. Oui, donc ils reviennent vraiment sur la fonction de leur produit, qui est la durée de vie du produit, des fruits et légumes. Voilà, la finalité, c'est des produits qui sont là pour aider les fruits et légumes à se conserver plus longtemps. Jusqu'à présent, ils vendaient des brumisateurs, et ben de plus en plus, ils vont vendre de la durée de conservation et devenir eux-mêmes intervenants à distance, etc. Ils vont piloter leurs équipements de façon connectée, évidemment. Vigneron du Bugey, qui est aussi un autre exemple, donc où la fiche sera prochainement éditée, où là, leur démarche d'éco-conception était intimement liée à toute leur approche RSE, qui a permis quelque part à ce vignoble, enfin à cette coopérative des vignerons du Bugey, de franchir un virage délicat en misant sur la qualité environnementale de leurs produits, etc. Donc, ils sont arrivés à augmenter leur part de marché parce que grâce à l'ensemble de leur démarche RSE, dont la démarche éco-conception, et donc une augmentation de la valeur perçue et une diminution de leur coût de production. Donc, ce qu'on va essayer de mettre en avant aussi, et là aussi c'est les présentations que l'on fera un peu plus tard, notamment au colloque. Au-delà de ces exemples, de la diversité de ces exemples, ça nous a permis de réfléchir à des leviers stratégiques qu'il peut y avoir derrière la mise en œuvre d'éco-conception, des leviers stratégiques sur lesquels pourraient s'appuyer des entreprises qui ne se sont pas encore lancées dans ces démarches, mais on va essayer de déployer des leviers sur lesquels pourront s'appuyer un certain nombre d'entreprises. Et on se rend compte qu'on a différents cas de figure selon que la clientèle, grâce à l'éco-conception, les clients existants perçoivent une valeur financière pour eux apportée par l'éco-conception. Dans ce cas-là, ils comprennent une augmentation des prix si ça leur permet ensuite d'économiser lors de la période d'utilisation des produits, par exemple. Donc, on peut avoir une stratégie qui peut s'accompagner d'augmentation des prix. On peut avoir des stratégies qui sont plutôt
ciblé vers des nouveaux clients et donc une ciblage d'une nouvelle clientèle ce qui peut permettre du coup de se traduire par une augmentation des volumes vendus et donc du chiffre d'affaires avec ou pas augmentation des prix. Ou dans certains cas, eh ben, c'est plus joué sur la dimension marketing avec l'amélioration de l'attrait des produits. Et là, on va pas forcément vers une augmentation des prix, mais vraiment vers une exploitation marketing pour aller vers un ciblage plus large de la clientèle pour le produit. Et dans d'autres cas, lorsqu'on vise vraiment une stratégie pour exploiter des gains de coûts vraiment liés à la mise en œuvre de l'éco-conception, ben c'est selon que l'on se situe dans un marché où on a un prix qui est trop élevé, ben ça peut permettre de diminuer le prix. Ou dans un autre cas, la diminution des coûts peut ne pas s'accompagner d'une diminution des prix, auquel cas ça peut améliorer les marges de l'entreprise. Et donc, ce sont toutes ces réflexions stratégiques qu'il faut que les dirigeants des entreprises se posent lorsque sont envisagées ces démarches d'éco-conception. Et donc, ça va bien dans le sens de ce qui se dit au sujet de l'éco-conception depuis quelque temps, c'est qu'il faut vraiment se positionner pas uniquement sur l'amélioration environnementale, les performances environnementales, mais c'est vraiment ce positionnement de l'éco-conception au cœur de la stratégie business de l'entreprise. C'est un outil, un levier vraiment de la stratégie business, ça en fait partie vraiment à part entière. Voilà, donc là on est dans la période où on commence à valoriser un petit peu ces travaux. On essaye de les valoriser au niveau politique, notamment dans le cadre des travaux qui poursuivent la feuille de route économie circulaire, des webinaires, il y aura le colloque du pôle éco-conception, etc. Et nous, ce qui nous semblerait intéressant par rapport à ça, bah, c'est d'un peu compléter notre nombre d'entreprises sur lesquelles on a pu faire cet exercice. Ça me semble intéressant. Alors maintenant, on a à peu près le cadre méthodologique qui existe, qui peut être utilisé par différents prestataires sans doute. Et ce serait intéressant que d'autres entreprises jouent le jeu pour pouvoir étoffer nos cas de figure et éventuellement affiner les outils stratégiques qui peuvent être mis en œuvre par rapport à ça. Voilà ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop rapide, que c'était à peu près compréhensible. Non, c'est bien comme ça. Merci beaucoup, Philippe. Moi, je tenais à rappeler aussi qu'en fait, cette étude faisait un peu écho à une étude qui avait été faite en 2014. Alors, c'était il y a un moment déjà, en fait, en pleine crise, sur les bénéfices, les retours de l'éco-conception. Et on s'était rendu compte, alors pas de manière aussi détaillée que ce qui a été fait par l'ADEME, où là, il y a vraiment un travail dans le détail qui a été fait auprès des entreprises. Mais on s'était bien rendu compte que pour 95% des 130 entreprises qui avaient été sondées, l'éco-conception soit amenait à un gain économique, soit au pire n'était ni un gain, ni un frein, ni un surcoût. Donc quasiment, on va dire 95, en fait, vraiment pour 95% des entreprises, l'éco-conception avait été bénéfique et ça permettait vraiment de montrer, comme ce qu'on vient de voir, avec un très bon détail, que l'éco-conception peut amener vraiment à… En fait, l'intérêt de l'éco-conception, et je dirais du management du cycle de vie de manière générale, c'est d'amener l'environnement dans la stratégie d'entreprise, comme tu viens de le dire, Philippe. Et c'est aussi ce que je peux voir, moi, quand je travaille sur des systèmes de management environnementaux et la perspective de cycle de vie, où là, on amène le management du cycle de vie et donc l'éco-conception, qui est l'amélioration continue normale quand on gère le cycle de vie. Et bien, tout ça, ça amène l'environnement vraiment au cœur de l'entreprise, au cœur de la stratégie de l'entreprise.
Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises dont tu as parlé qui ont des démarches très transversales. Ça permet de faire évoluer beaucoup les démarches de management au sein même des entreprises. Oui, Alors, s'il et y a des questions, n'hésitez pas et je te laisse la parole, Philippe David. non, mais c'était juste, enfin, ça allait tout à fait dans le sens de ce que tu dis là, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que à la fois que plus on est transversal, plus l'éco-conception aura des effets positifs si on arrive vraiment à sortir l'éco-conception de sa seule dimension environnementale. On est dans un management de projet, on est dans une démarche stratégique pour l'entreprise et dès lors qu'elle est complètement intégrée dans cette stratégie de l'entreprise, eh ben, elle permet de la booster de façon forte. Et on a tout intérêt à ce que ces retours d'expérience, alors qu'il y ait des études du style de celle du pôle qui étaient assez larges, pas forcément aussi fines, mais qui donnent une idée de la masse et que tout le monde va dans le bon sens. Et puis ces travaux-là qui sont bien complémentaires. L'idée est vraiment de faire passer en direction des entreprises le fait que c'est quelque chose qui doit être intégré dans leur stratégie business et que vraiment faut arriver à s'adresser aux décideurs dans leur non pas simplement dans leur fibre écolo, mais dans leur fibre stratégique, quoi. On avait une petite question sur ce qu'est le TCO, donc j'ai écrit dans la partie chat Total Cost of Ownership, donc c'est le coût total d'un produit, qu'il soit un bien ou un service. Voilà, et c'est très. On se rend compte, moi les premiers éléments que j'avais trouvés dans cette étude au début, c'est que finalement le premier bénéficiaire de l'éco-conception, enfin le bénéficiaire systématique de l'éco-conception, c'était le client. Parce qu'au bout du compte, qu'il y ait une augmentation ou pas du prix des produits, on se rendait compte que vraiment le TCO, systématiquement, donc c'est ce que ça lui coûte à lui au bout du compte d'acquérir ce bien, le TCO était chaque fois diminué parce qu'il y avait moins de coûts de gestion de fin de vie à la fin, parce qu'il y avait moins de consommation d'énergie pendant, etc. Donc le premier bénéficiaire, enfin le bénéficiaire systématique, c'est le client. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces retours économiques? Est-ce qu'on peut avoir ou peut-être des retours d'expérience parmi vous, des gens qui aimeraient nous expliquer tout ça? C'est vrai que l'éco-conception est par définition l'augmentation de la satisfaction client, enfin une meilleure performance environnementale avec soit une même satisfaction client, soit avec une augmentation de la satisfaction client. Donc on a forcément de très bons retours. Et je vois une question, Ouais. chaque entreprise avait choisi, est-ce que chaque entreprise avait choisi un seul produit à étudier? Comment s'est passé du coup ce choix? Alors, pas forcément, mais ça a été le cas plusieurs fois parce qu'on avait besoin d'avoir du concret sur la démarche d'éco-conception. Et donc, il y avait un certain nombre d'entreprises où la démarche concernait, j'évoquais le convoyeur, je ne sais plus quoi, Intelis de Savoie. Donc là, forcément, on était autour de ce produit-là. Après, il y a des entreprises type Vigneron du Buzet où là, on était beaucoup plus dans la RSE globale du groupe. Donc, on a essayé de faire ressortir l'ensemble de la démarche éco-conception de cette coopérative. Mais là, ça concernait l'ensemble de leur production. Donc, on avait un petit peu les différents cas de figure qui étaient là. Et c'était parfois plus délicat d'avoir des éléments chiffrés lorsque l'on regarde une démarche qui est sur l'ensemble de la production. Des gens comme Notox, forcément, ils ne font que des produits éco-conçus, donc c'est l'ensemble des démarches de l'entreprise. Mais il y avait un petit peu les cas de figure et parfois la difficulté était d'arriver à avoir une démarche sur laquelle on pouvait avoir des données économiques et financières robustes derrière. Là, je vois une question sur la durée du programme d'éco-conception. Alors,
comme l'évoquait Nadège tout à l'heure, quand on parle d'éco-conception, on est quand même dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on fait un diagnostic, on identifie les leviers, on les met en application, et puis on est dans une démarche comme ça qui se prolonge. Dans notre travail ici sur lequel on voulait analyser les retours, on a pris des exemples où la démarche d'éco-conception avait été mise en œuvre de l'ordre de 2-3 ans avant, de façon à ce que la démarche ait été bien intégrée par l'entreprise et que l'on puisse commencer à avoir forcément des éléments qui permettent de sentir l'effet sur les parts de marché, l'effet chiffre d'affaires, etc. Donc là, on était dans des cas de figure où c'était des démarches d'éco-conception qui dataient de 2-3 ans à peu près, pour que ce soit des démarches qui soient à la fois récentes, mais sur lesquelles on puisse avoir déjà un petit recul. Parmi les questions qu'on se pose, c'est comment on pourrait faire pour faire ce genre de travail en parallèle de la mise en œuvre de la démarche, voire même en amont de la mise en œuvre de la démarche. Et forcément, les éléments que l'on en ressortirait seraient beaucoup plus prévisionnels, donc incertains. Ok. Est-ce que la démarche d'éco-conception a été réalisée sur tous les aspects phases du cycle de vie? Alors ça va beaucoup dépendre des produits et des leviers d'amélioration qui ont pu être déterminés. Oui, alors on est sur des démarches qui étaient vraiment de l'éco-conception, c'est-à-dire que les différentes entreprises qu'on est allé approfondir s'étaient posé la question sur l'ensemble du cycle de vie. Après, forcément, en fonction de leur diagnostic, toutes les actions qui avaient été mises en œuvre par les entreprises ne concernaient pas forcément tous les cycles de vie. Il y avait peut-être des produits sur lesquels la question de la fin de vie ne représentait pas un enjeu. Donc, le questionnement initial était vraiment de l'éco-conception cycle de vie. La démarche était une démarche d'éco-conception où on avait actionné les leviers qui représentaient les enjeux. Donc, c'était une démarche pertinente d'éco-conception. Et donc, pas forcément systématiquement avec des actions multi-étapes pour tout le monde. Mais la démarche était, en tout cas, la réflexion était sur tous les aspects du cycle de vie. Ouais. Mais les démarches d'éco-conception, on est allé les chercher après coup. Donc forcément, c'est pas nous qui avons, dans le cadre de cette étude, nos partenaires, nos prestataires qui avons initié les démarches d'éco-conception. Certaines démarches d'éco-conception avaient été faites avec d'autres bureaux d'études que ceux qui ont fait notre travail. C'était des démarches qui étaient indépendantes de notre approfondissement. Et est-ce que dans l'étude, on a pu voir quels sont les leviers qui amènent des opportunités d'innovation quand on travaille sur l'éco-conception? Les opportunités d'innovation, enfin, c'était pas notre questionnement par rapport à ça. Alors, selon les entreprises, il y a peut-être eu donc là aussi, ça interroge plus la démarche quand elle a été initiée, quand elle a été menée. Mais en tout cas, c'était pas un objectif qu'on avait, donc j'ai pas en tête là il y en a peut-être, hein, mais j'ai pas en tête des exemples précis où c'est la démarche éco-conception qui a permis de faire une innovation significative. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se poser la question de lorsqu'il y a une grosse innovation qui accompagne la démarche d'éco-conception, comment est-ce que en termes de levier stratégique, est-ce que dans quel cas de figure on se situe dans ces cas-là? Mais là, c'était pas vraiment donc je n'ai pas vraiment d'éléments précis de réponse. Alors, il y a une question, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre. Qu'est-ce que vous pouvez alors dire sur quel regard apporte l'éco-conception sur les produits? Des exemples, s'il vous plaît. Alors, attends. Qu'est-ce que vous pouvez... alors, je ne sais pas exactement
Là, finalement, cette question-là, elle est par rapport là aussi à la façon dont on met en œuvre la démarche d'éco-conception. Ça rejoint ce qu'évoquait Nadège au début sur les étapes de diagnostic, éventuellement les capacités, les opportunités. Donc là, et ça dépend vraiment des entreprises. Là, on avait typiquement dans le secteur industriel, on avait des produits où on se rendait compte que c'était l'étape d'utilisation qui pouvait constituer un levier important avec un four qui émettait des oxydes d'azote, donc sur lesquels la démarche d'éco-conception visait à faire en sorte qu'il en émette moins. Donc là, l'éco-conception, c'était une éco-conception d'un matériel industriel en visant à ce que sa phase d'utilisation soit moins impactante pour la qualité de l'air. D'autres exemples comme les convoyeurs, il y a eu tout un travail de standardisation des pièces pour pouvoir faciliter à la fois la production et la maintenance derrière. Donc là, l'éco-conception, elle a conduit à s'interroger sur toutes ces étapes et le nombre de pièces détachées qui sont différentes, comment standardiser, comment rationaliser tout ça. Et aussi sur notamment, je crois que c'était aussi sur ce convoyeur, sur les consommations électriques, me semble-t-il, pendant les phases d'utilisation. Donc, c'est ces regards qui sont vraiment sur les produits dont les produits ou les étapes du cycle de vie dont on identifie qu'elles peuvent être significatives, sur lesquelles on a de l'amélioration. Les produits d'aménagement urbain en bois, là, on a identifié l'enjeu de ne pas trop avoir de métal dans le matériel de fixation, etc., d'assemblage des produits parce que le métal pénalisait ensuite l'étape de fin de vie. Donc là, le regard de la démarche d'éco-conception, c'était de faire en sorte de ne plus avoir de constituants ou moins d'avoir de constituants métalliques. Donc donc c'est vraiment ce regard qui est le plus ouvert au début lorsqu'on mène cette étape de diagnostic, arriver vraiment à identifier et à faire un coup de focus sur ce qui représente un enjeu et qui est susceptible d'être amélioré.